Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette nouvelle exploration consacrée à une technologie complètement invisible, mais littéralement vitale, qui fait tourner notre monde moderne en coulisses. On parle d'une infrastructure numérique qui orchestre silencieusement notre quotidien, de la gestion des aéroports jusqu'aux immenses gratte-ciels. Aujourd'hui, on va démystifier les contrôleurs logiques programmables, plus connus sous l'acronyme PLC. Nos sources mettent en avant un point absolument crucial. Presque tous les bâtiments commerciaux ou installations industrielles dépendent de l'automatisation de leurs systèmes mécaniques et électriques. C'est colossal comme échelle. Et le truc, c'est que cette tendance va s'accélérer avec la construction de bâtiments toujours plus grands, toujours plus complexes. En fait, l'automatisation, ce n'est même plus une option aujourd'hui. C'est devenu la norme absolue. Mais alors, face à toute cette complexité, une question énorme se pose. Comment est-ce qu'on arrive à contrôler ces gigantesques systèmes sans que ça ne tourne au chaos total? Comment s'assurer que le chauffage, les ascenseurs, les pompes à eau et la sécurité fonctionnent en parfaite harmonie, avec le moins d'intervention humaine possible? Eh bien, c'est exactement ce casse-tête d'évolutivité qu'on va résoudre ensemble. Bref, au menu de notre analyse, on va d'abord définir ce fameux cerveau de l'automatisation, faire un petit saut dans le passé avec les anciens relais physiques, puis on décortiquera l'anatomie et la boucle de fonctionnement d'un PLC. Ensuite, on passera aux choses pratiques avec des exemples bien concrets pour finir sur les avantages qui rendent cette technologie imbattable. Première étape, le cerveau de l'automatisation. Qu'est-ce qu'un PLC très concrètement? Pour faire simple, un PLC, c'est un petit ordinateur ultra spécialisé. Bon, attention, il n'est absolument pas fait pour aller naviguer sur Internet ou regarder des vidéos. Son job à lui, c'est d'effectuer des actions très précises en se basant sur des données qu'il reçoit et un ensemble de règles logiques strictes. Le but ultime, contrôler des systèmes industriels pour que l'humain n'ait presque plus rien à faire manuellement. C'est l'automatisation à l'état pur. Passons à l'ère des relais physiques, juste pour comprendre d'où on vient. Quand on compare l'ancien système au nouveau, on saisit toute l'ampleur de la révolution technologique. Avant les PLC, tout le contrôle se faisait via des armoires entières de relais mécaniques. Un vrai cauchemar. Si on voulait changer la moindre logique de fonctionnement, il fallait physiquement débrancher et rebrancher des kilomètres de câbles. Retrouver une panne là-dedans, c'était chercher une aiguille dans une botte de foin. L'arrivée des micropuces a permis de remplacer toute cette jungle de fils par une logique logicielle, virtuelle, propre et infiniment plus flexible. Du coup, de quoi est fait ce fameux PLC? Regardons un peu son anatomie. C'est super intéressant de faire le parallèle avec la biologie. Un PLC possède des composants vitaux très similaires aux nôtres. Il y a les modules d'entrée qui sont reliés aux capteurs extérieurs. Ce sont un peu ces 5 sens. Au centre, l'unité centrale, ou CPU, agit comme un cerveau qui analyse tout ça. Et puis, il y a les modules de sortie, qui sont ces muscles, ceux qui vont activer les moteurs ou les vannes. On ajoute à ça une alimentation électrique et une horloge interne pour gérer le temps, et on obtient un véritable organisme numérique autonome. Si on fait un zoom sur ces fameux sens, les modules d'entrée suivent un processus en 4 étapes très précises. D'abord, ils captent un signal du monde réel, comme une tension électrique. Ensuite, ils convertissent cette valeur en données numériques. Troisième étape, et c'est super important, ils créent une isolation électrique pour protéger le cerveau du PLC contre les surtensions qui pourraient tout griller. Enfin, une fois le signal bien propre et sécurisé, il est envoyé au CPU. Et ce CPU, c'est vraiment le chef d'orchestre de toute l'opération. Il contient un microprocesseur qui fait tous les calculs et une mémoire qui stocke la logique du programme, mais aussi l'historique de ce qui s'est passé et le journal des erreurs. En gros, il récupère les infos des capteurs, consulte ses règles de conduite et donne l'ordre d'action aux muscles, c'est-à-dire au module de sortie. Alors, comment ce cerveau reste-t-il actif en permanence? C'est ce qu'on appelle le cycle de fonctionnement. Le PLC tourne dans une boucle infinie en 5 étapes. Il commence par scanner ses entrées, ensuite il lit son programme, il exécute la logique, il met à jour ses sorties, et enfin il fait un petit nettoyage interne et gère ses communications. Et là où ça devient hallucinant, c'est la vitesse de ce cycle, ce qu'on appelle le temps de scan. Pour gérer le niveau d'un réservoir d'eau sous pression, le cycle complet peut durer à peine 2 millisecondes. Par contre, pour juste vérifier la température d'une pièce, un cycle tranquille de 100 millisecondes fait très bien l'affaire. Pour bien visualiser tout ça, passons à des exemples concrets du quotidien. Prenons l'exemple d'un aéroport, on a tous déjà vu ça. Un bagage est enregistré avec un code barre, il part sur le tapis roulant. Eh bien, un premier PLC va scanner ce code et décider en une fraction de seconde s'il l'oriente vers les vols nationaux ou internationaux. Un peu plus loin, un autre PLC lit le même code pour identifier la ville et un autre l'envoie vers la bonne porte d'embarquement. Tout s'enchaîne à la vitesse de l'éclair, juste grâce à des petites règles logiques mises bout à bout. Maintenant, appliquons ça à nos bâtiments. Imaginons un vieux thermostat classique. La température baisse, il allume la chaudière à fond. Il fait chaud, il coupe tout. C'est complètement binaire. À l'inverse, un PLC est beaucoup plus fin. S'il détecte qu'il fait froid, il ne va pas juste tout allumer bêtement. Il va d'abord vérifier l'horloge. Est-ce qu'on est en plein milieu de la nuit? Est-ce que c'est un jour férié? Si la réponse est oui et que le bâtiment est vide, la chaudière reste éteinte.
Ce simple empilement de conditions permet de réaliser des économies d'énergie massives. Mais le PLC va encore plus loin avec ce qu'on appelle la boucle de régulation PID. C'est un peu technique, mais l'idée est géniale. Au lieu d'ouvrir une vanne d'eau chaude à 100% d'un seul coup et de surchauffer la pièce pour ensuite tout couper, le système PID va calculer exactement de combien elle doit ouvrir la vanne pour atteindre la bonne température en douceur. Il ajuste l'ouverture progressivement pour trouver l'équilibre thermique parfait, sans aucun coup de chaud ou de froid. Ce qui est vraiment brillant avec ce niveau de programmation, c'est l'anticipation. Dans une tour de bureau, le PLC sait que tout le monde arrive vers 9 h. Mais en vérifiant ses capteurs extérieurs, il voit qu'il fait particulièrement froid ce matin-là. Il va alors calculer la perte thermique du bâtiment et en déduire qu'il doit déclencher le chauffage dès 7 h pour que pile à 9 h, l'air soit agréable. Le système s'adapte et anticipe de façon totalement autonome. Et en coulisses, il gère aussi la maintenance du matériel. Si un système fonctionne avec plusieurs pompes à eau, le PLC va littéralement chronométrer l'utilisation de chacune. Il va toujours privilégier la pompe qui a le moins servi pour répartir l'usure de manière égale. Et le truc génial, c'est que s'il allume une pompe mais qu'aucun débit n'est détecté, il comprend immédiatement qu'il y a une panne, coupe le courant de cette pompe et active celle de secours, le tout avant même qu'un technicien n'ait pu s'en apercevoir. On en arrive à notre dernière partie, pourquoi ces PLC sont devenus les maîtres incontestés de l'industrie. Les avantages sont vraiment écrasants. L'un des plus forts, c'est la résilience. Vu que le programme est stocké directement dans la mémoire du PLC, même si le réseau informatique principal du bâtiment s'effondre, le PLC continue de faire tourner sa machine locale en toute sécurité. On élimine aussi les kilomètres de câblage physique complexe, on gagne un espace fou, la reprogrammation se fait en quelques clics, et on peut diagnostiquer les pannes ultra rapidement, sans oublier qu'on peut copier-coller un programme sur des centaines de machines en un instant. En fin de compte, ces petits boîtiers industriels sont les véritables chefs d'orchestre invisibles de notre confort et de nos infrastructures. Alors, quand on voit à quelle vitesse nos bâtiments deviennent intelligents, bardés de capteurs et bientôt couplés à l'intelligence artificielle, on peut vraiment se demander jusqu'où cette automatisation va-t-elle aller pour transformer nos environnements de demain ? Voilà une réflexion fascinante pour clore cette analyse. Merci d'avoir exploré tout ça aujourd'hui.